Bonjour à tous. Et merci d'être présents. Une fois n'est pas coutume, on a un minima festival. On voit qu'il y a quand même quelques personnes au moins là pour la piste et apprendre un peu de choses sur l'entreprise. Aujourd'hui, on a Jean Bergeron, qui est un ancien du département. Il a fait sa maîtrise avec Alain Royer. Après ça, il est parti à l'ennemi en génie civil. Il a fait son doc et son postdoc. Maintenant, Jean travaille pour l'agence spatiale comme scientifique de mission. Il est basé, tu vis à Halifax, essentiellement. Et puis là, tu es venu à l'agence pour à peu près un mois. Je te laisse prendre la suite. Merci. Donc, très content d'être ici. Mes sources, je viens de Sherbrooke à la base, donc très content d'être ici. Puis particulièrement à l'Université de Sherbrooke, j'ai quand même passé plusieurs années ici. Disons, maîtrise, j'étais professeur de recherche, pour ça j'ai migré génie, j'étais ici un bon 10 ans de temps. Donc, ouais, c'est un bon moment de ma vie que j'ai passé ici. Donc, mais on n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de la mission SWOT, Surface Water and Ocean Topography, qui est lancée récemment et pour laquelle on a participé. Et juste comme ça, j'imagine que la plupart du monde ont un background en géomatique ou télédétection quelconque. Est-ce que c'est pas le cas pour quelqu'un dans la salle? Je ne peux pas voir en ligne malheureusement, mais je prends pour acquis que tout le monde a une base, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, levez la question. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas de maths, il n'y a rien de très très compliqué. Ça va être surtout une mise à jour de c'est quoi la mission, puis qu'est-ce qu'on a fait et à quoi ça va servir, etc. Donc, encore là, je prends pour acquis que c'est pas tout le monde qui est expert en altimétrie satellitaire. On va prendre un petit peu de recul. Un altimètre, donc dans le fond, c'est un satellite qui orbite la Terre, généralement en orbite quasi polaire, et qui envoie un pulse dans le micro-ondes, un radar dans le fond, qui mesure le temps que ça prend pour ce pulse de refléter à la surface et revenir au satellite. Donc, si on connaît la vitesse de la lumière à travers l'atmosphère, ça nous donne une estimation de la distance entre le satellite et la surface. La surface ici étant principalement les océans. Et donc, si on connaît exactement l'emplacement du satellite, on peut donc estimer l'élévation de la surface. Encore là, principalement les océans, parce qu'on veut quelque chose qui est assez plat, mais ça peut fonctionner sur d'autres surfaces également. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de mesurer, par exemple, des tendances, le niveau moyen des océans, qui, comme on le sait tous, s'en va en s'augmentant. Mais c'est surtout grâce à ces altimètres-là qui sont en orbite depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, SWOT arrive après un bon historique d'altimètres. Et ce qui est différent à propos de SWOT, c'est qu'il va pouvoir prendre des mesures à large fourchée. Donc, tous les altimètres prennent une ligne de données le long du satellite. Mais on n'a pas d'image en 3D. SWOT, lui, va balayer, en quelque sorte. Donc, on va pouvoir prendre des données sur une fourchée de 100 km de large. Donc, ça va nous permettre de faire plein de choses. J'y arrive, j'ai mis une petite animation ici, qui est un peu pour montrer le concept pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais ça n'envoie pas des pulses verts et rouges comme ça, c'est juste à titre indicatif. Donc, vous voyez peut-être là un petit point dans le milieu qui fait le ping-pong avec la Terre. Ça, c'est ce qu'on a traditionnellement avec les autres altimètres. C'est ce même instrument-là qui ne pointe, on a dire, directement au-dessus du satellite. Et qui, on va le rejoindre. Mais soit, donc c'est ça, il va y avoir deux bras qui vont, une à la fois, émettre un pulse dans le micro-ondes et qui va mesurer, à l'aide de ces deux bras-là,
ce qui est reflété par la surface. Et les deux bras, c'est que ça permet de prendre deux mesures quasi instantanément. Et la différence de la phase entre ce qui est mesuré par ces deux bras-là va être longue histoire courte, proportionnelle à les changements de l'élévation à la surface. Donc, on peut le jouer une dernière fois parce que c'est une belle animation. Bravo la NASA pour l'avoir fait. Donc, c'est ça, c'est que ça te permet de prendre des mesures à l'heure fauchée de chaque côté du satellite. Puis pour couvrir la bande dans le milieu, on a un altimètre comme on a traditionnellement. Puis au fur et à mesure qu'on orbite autour de la Terre et que la Terre tourne sur elle-même, on vient qu'à éventuellement couvrir toute la surface, ou 90% de la planète. Donc, le but de cette mission-là, c'est vraiment de faire l'inventaire des lacs. Pas juste faire l'inventaire, mais aussi les mesurer, faire le suivi de ces lacs-là. Qu'en est-il de la dynamique? Est-ce que le niveau de nos lacs, de nos rivières, des océans s'en va en montant, en descendant, et en ayant une couverture plus large, on peut avoir une bonne partie des rivières qui sont couvertes aussi. Donc, on a des mesures de niveau de la rivière sur le long. Donc, ça nous donne une idée de la pente. Ici, on a, là, il y a quelques hypothèses qu'il faut faire par rapport à la géométrie de la rivière, mais c'est possible, c'est en test en ce moment, d'estimer le débit dans les rivières. Si on a des données si on a des rivières qui sont suffisamment larges pour être observées. Donc, voici les requis en quelque sorte. On veut au moins avoir tous les lacs qui font au moins 250 mètres par 250 mètres. Avoir les rivières, le débit sur les rivières qui font au moins 100 mètres de large. Et puis, être en mesure de résoudre les processus dans les océans, j'ai des mots qui me viennent en tête juste en anglais, les tourbillons et les tourbillons, eddies, vortices, merci, qui peuvent aller jusqu'à 15 km de large. Donc, juste pour vous donner une idée, traditionnellement, le mieux qu'on peut faire avec les altimètres, parce qu'on a juste une ligne d'information, donc on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce que c'est un tourbillon, est-ce que c'est plusieurs? C'est pas quelque chose qu'on arrive à résoudre, à moins que ce soit un même vortex, par exemple, qui fait au moins 115 km de large. Ça, c'est le mieux qu'on peut faire. Donc là, on va réduire ça drastiquement avec ça. Donc, qui est impliqué? C'est un projet qui est mené par besoin d'un amplificateur pour ça va être un faible courant en continu. Qu'on a ici au Canada. Donc, c'est ce que ce bidule-là sert. C'est à quoi il sert? C'est un clisson à l'interaction à l'énergie. Donc, ça, c'est pour la partie quincaillerie satellite. Donc, on a une partie du Canada qui est sur SWAP, mais on a aussi contribué côté sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais y revenir tout à l'heure, mais on a supporté des activités, nous, l'Agence spatiale canadienne, mais aussi Environnement et Changement climatique Canada et Pêche et Océan. Donc, pourquoi est-ce que
qu'est-ce qu'on est impliqué? Moi, je pense qu'une image vaut 1000 mots. J'ai quand même rejeté du texte, mais je pense pas que c'était nécessaire. Ou peut-être que c'est l'est, je sais pas. C'est subtil, hein? Mais si vous plissez des yeux vraiment, là, vous allez peut-être voir quelque chose d'un peu différent au-dessus du Canada par rapport au reste du monde. Dans le fond, c'est une carte où est-ce que pour chaque lac qui fait au moins 10 hectares, on met un point bleu. Et comme vous le voyez, ben, une bonne partie du Canada est tellement bleu que ça a l'air d'être une couleur solide, mais c'est parce qu'on en a vraiment beaucoup. En fait, en nombre, on a la majorité des lacs se trouvent à l'intérieur du Canada. La majorité des lacs du monde se retrouvent à l'intérieur du Canada. Et la grande majorité ne sont pas mesurés, du moins pour les niveaux. Il n'y a pas de suivi régulier qui est fait. En fait, il y a moins de 1% de nos lacs et rivières qui sont pour lesquels on prend des mesures sur une base régulière. Donc, quelle est la tendance, surtout dans une optique de changement climatique? On aime penser qu'on a beaucoup d'eau, mais quelle est la tendance? Qu'en est-il réellement? Ben, la vraie réponse, on ne sait pas parce qu'on ne fait pas le suivi. On peut les voir à l'aide de certains satellites, mais on ne peut pas faire le suivi des changements de niveau. Du moins pas avec une exactitude qui vaut la peine. Donc ça, c'est surtout pour les lacs et rivières, il y a des zones côtières aussi. On a la plus longue ligne côtière grâce à nos nombreuses îles. Donc, de faire le suivi là, des marées partout, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. C'est très, très dispendieux d'aller partout. Donc, on a des stations un peu partout. C'est mieux sur les zones côtières que sur les lacs et rivières à l'intérieur des terres, mais il y a quand même place à amélioration. Donc, on a beaucoup à gagner de cette mission-là. En fait, en voyant cette carte-là, c'est quasiment comme si la France et les États-Unis construisaient une mission pour nous. Donc, merci. Mais ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, il y a plein d'autres objectifs. J'en mets quelques-uns ici. Il faut aussi comprendre que ces processus, ces vortex-là qu'on voit dans les océans, en fait, sont responsables de la majorité de l'énergie qui est dissipée par les océans. En fait, les océans absorbent 90% de l'énergie qui arrive à la surface. Et donc, cette énergie-là, comment est-ce qu'elle se dissipe? Ben, on croit et c'est à travers différents processus, dont ces courants-là qui se forment et qui interagissent avec le fond marin ou entre eux, etc. Là, c'est quelque chose qui fait des kilomètres de large, puis on ne peut pas couvrir les océans facilement comme ça. Donc, soit il va vraiment pouvoir aider ce côté-là. Et je parle au futur comme si ce n'était pas quelque chose qui était fait. Mais, en fait, ça l'a lancé. Donc, mise à jour, là, où est-ce qu'on en est? Ça l'a lancé en décembre, donc pas si longtemps que ça. On vient juste de franchir un jalon assez important. Là. Donc, les premiers mois étaient dédiés, donc le satellite était lancé. Les premiers mois, c'est vraiment pour s'assurer que tout va bien, on déploie les instruments, on rallume les trucs, on teste, on fait 1000 tests pour s'assurer que on ne fait rien de travail. Il n'y a personne qui va être responsable d'avoir bousillé une mission qui vaut 1,2 milliard de dollars. Donc, on y va tranquillement, lentement, on fait tous les tests nécessaires. Et les premiers mois, suite à ça, c'était vraiment ce qu'on appelle la calibration-validation. Donc, l'instrument, c'est certain qu'il faut... les instruments doivent être proprement calibrés, validés. Donc, on a des sites un peu partout sur la Terre où on prend des mesures du niveau des océans, du niveau des lacs, etc. Il y a des réflecteurs en point également pour servir de référence. Donc, lorsque le satellite envoie le bus, mesure ce qui réfléchit, on a des valeurs de référence, etc. Donc, tout ça, ça s'est complété il y a 2 jours, donc très frais.
Maintenant, le satellite est transitionné vers son orbite nominale. Je vais vous montrer la prochaine info qu'est-ce que ça veut dire. Là. Mais donc, pour les prochains 3 ans, le satellite va couvrir à peu près toute la planète qui va tourner des données sur une base régulière. Petit astérix, j'y reviens dans pas long. Je vais juste parler, quand je parlais calibration, validation, on raccourcit souvent par CalVal. Donc, les premiers, 6, finalement, c'était plus comme 7 mois. Le satellite n'était pas dans un orbite différent. Donc, il revisitait les mêmes sites chaque jour. Donc, c'est l'image qu'on voit à gauche. Donc, c'est pas toute la planète qui était couverte. Le but ici, c'était vraiment d'avoir beaucoup de données sur les mêmes sites dans une plus courte période. Parce que sinon, vous voyez, pendant son orbite nominale à droite, c'est une période de retour de 21 jours. Donc, on a 21 fois plus de données pendant la période CalVal que pendant l'orbite nominale. Donc, si le but ici, c'est vraiment juste de tester est-ce que l'instrument répond aux requis de mission, est-ce qu'on est capable de mesurer les choses qu'on a dit qu'on était supposé mesurer si on désignait l'instrument de cette façon-là, oui ou non. Ben, on va avoir beaucoup de données, on ne peut pas attendre 5 ans avant d'avoir suffisamment de données pour le faire. Il y avait quelques mois là, de vraiment dédiés à ça. On n'attendra pas la fin de l'animation. Faites-moi confiance. On est encore on est à mi-chemin. Vous voyez que ça ne sera pas long que toutes les régions, sauf les pôles, vont être. Donc, si vous faites les maths un peu, chaque jour, des données chaque jour pendant 3 mois versus 21 jours, ben, en 3 mois, vous avez l'équivalent de 50 données pendant le donc, c'est vraiment une étape clé dans laquelle on va générer beaucoup de données. Et puis, on a essayé d'en profiter. Je vais revenir sur ça plus tard. Je vais juste mentionner les données. Okay? Qu'est-ce qu'on va avoir? Puis ça, c'est la raison pour laquelle je parlais toujours au futur, c'est que le satellite est en orbite, il est opérationnel maintenant, super. Mais on n'a toujours pas accès à la donnée, pas parce qu'il y a un embargo quelconque sur la donnée ou parce qu'on donne la priorité aux scientifiques qui sont impliqués dans la mission, c'est vraiment juste parce que il y a tout un système d'archivage de distribution de la donnée qui doit être peaufiné, qui n'est pas encore prêt à recevoir tout ça. Donc, ça devrait être diffusé prochainement dans un petit calendrier en haut. Là. Donc, en fait, pour l'altimètre au nadir, donc il y a un instrument qui envoie juste un pulse directement en dessous du satellite. Mais ça, on en a eu dans le passé de ces instruments-là, plusieurs même, donc il y a tout un héritage là. Les étapes de calibration-validation, ça s'est complété assez rapidement. Il n'y avait pas grand-chose de plus à tester. Donc, déjà là, en fait, on a accès aux données. Si vous allez sur, en principe, Kodak, en fait, il y a l'équivalent français aussi, là, qui, je pense, est un petit peu plus rapide. Je vais peut-être mettre leur adresse plutôt que celle de la NASA. Mais bref, les données de la slide devraient déjà être disponibles. Des données pré-validées, on s'entend. Voilà. Pour l'instrument à large crochet, qu'on appelle affectueusement KARIN, pour K-A-band Radar Interferometer. Tout le monde a vraiment hâte, mais il va falloir attendre un petit peu. Ça risque d'être plus vers octobre qu'on va avoir accès aux données. Donc, je vous laisse un petit peu sur un cliffhanger à suivre. Mais voilà. Donc, quelques exemples de données. Vous pouvez déjà, si vous voulez, vous familiariser avec à quoi ça va ressembler. Les données, donc on a des données simulées ici. Vous voyez le format, là, des shapers, l'Internet CDF. Qu'est-ce qu'on a en haut? On a un Lake Average. Donc, il y a une base de données, a priori, des lacs qu'on connaît. Ça, dans le fond,
pour chaque lac va avoir son propre identifiant. Pas son propre identifiant, mais c'est une base de données qui va être... puis pour chaque lac, donc, vous allez pouvoir avoir le suivi. Mais c'est une base de données qui va être dynamique parce que les cours d'eau, les flancs d'eau, ça change avec le temps. Il y a des lacs qui se créent, il y a des lacs qui se vident. Bon, les grands lacs vont nulle part, par exemple, là, mais il y a plusieurs... on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs thermokarsts, par exemple, dans le nord, qui peuvent se créer ou se vider sans préavis. Donc, voilà, une même chose pour les rivières. Les rivières, ça bouge. Donc, on n'a pas le choix d'aller avec un produit vectoriel pour la plupart. Mais il va aussi y avoir un produit pasteurisé, L2 à moins bonne résolution. Mais c'est pour tenter d'identifier justement ces nouveaux plans d'eau qui ne seraient peut-être pas reconnus dans la base de données, mais qu'on n'est peut-être pas certain si c'est de l'eau ou si c'est une mauvaise classification, ben c'est le genre de choses qu'on va voir dans le produit raster. Donc il y a plusieurs, je donne vraiment juste un petit exemple là, des produits qui sont issus de cette mission-là. Donc on en a pour les lacs, on en a pour les rivières, on a des produits rasterisés, puis il y en a d'autres, il y en a sur les océans aussi, qui vont donner niveau d'eau, la hauteur des lacs, j'oublie déjà. Mais il y a plusieurs types de données dans chacun de ces. OK. Là, je m'en viens à la partie plus centrée sur l'agence spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en support à SWOT, mis à part la quincaillerie? Donc, on a des ententes interdépartementales. On transfère des fonds en Environnement Changement Climatique Canada et à Pêche et Océans Canada pour qu'eux participent à l'équipe scientifique de SWOT et qui se préparent à la réception et au traitement qui va être nécessaire pour utiliser ces données-là dans leur programme, dans les services qu'ils offrent aux Canadiens et Canadiennes. Donc, côté Pêche et Océans Canada, en fait, les deux, je pense que c'est un petit peu évident. Pêche et Océans Canada, ça touche, ça pourra, on l'espère, toucher tout ce qui est garde côtière, tout ce qui est cartographie des marées, l'étendue le minimum maximum des marées, par exemple, pour espérer qu'ils utilisent ça pour optimiser peut-être ou mieux planifier les déplacements en zone maritime. L'Environnement Changement Climatique Canada, en fait, c'est surtout le Service hydrologique national qui est l'autorité sur les niveaux d'eau au Canada. Donc, ils ont beaucoup de stations à travers le pays, à peu près 2800. Mais comme je dis, sur à peu près 1 million de lacs qu'on peut avoir, 2800, c'est même pas 1%. Donc, ils voient vraiment la plus-value de soi pour donner un portrait plus global des niveaux d'eau. Donc ça, c'est des ententes qu'on a avec les autres ministères canadiens. Mais on offre aussi des subventions, ou on offre des subventions. Certaines étaient propres au projet SWOT au Canada. Donc c'est ce que j'ai mis en bleu. Surtout l'Université de Toronto et oui, l'Université de Sherbrooke. Curieusement, pas de cartel. C'était plus en génie civil, donc on parle de Fontaine Trudel en génie civil. Mais qui ont participé, continuent de participer dans le développement de SWOT, et ça depuis 2015. Et aussi l'Université McGill qui est arrivée un peu plus tard dans le processus. Et plus récemment, donc là, 2 ans et demi, je pense, on avait un programme plus sur les... Et ça, je pense que c'est plus pertinent à vous. Sur l'utilisation des données satellitaires qui proviennent d'instruments canadiens.
Donc, encore là, on a 4 subventions qu'on a octroyées, donc une à l'Université de Sherbrooke, l'Université d'Alésie-Laval, l'Université Louis-Laurier. Puis j'ai essayé de classifier, là, de regrouper les thèmes pour montrer que ben, finalement, c'est assez bien réparti. Les océans, les zones côtières qui sont assez bien couvertes par différentes subventions, différentes activités des autres ministères, rivières et les débits, puis les lacs et les milieux humides. Donc, c'est à peu près là, les 3 sujets qu'on touche. Peut-être juste rajouter également qu'on a. Donc, tout ça, en fait, c'est pas. On le fait parce que c'est important de donner un coup de main. Ça fait partie de notre mandat à l'Agence spatiale de permettre aux autres d'accéder à l'espace, oui, mais aussi aux données spatiales dont ces instruments font partie. Mais typiquement, ce n'est pas nous qui faisons la recherche. On n'a pas ce mandat-là de faire la recherche nous-mêmes. Donc, typiquement, on va contacter les départements ou les chercheurs pertinents pour qu'eux puissent participer dans ces missions-là. Donc, ça, c'est pas une conception, si on utilise la même approche ici. Mais c'est pas tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un portrait canadien. En fait, je dirais même un portrait de l'Agence spatiale canadienne. Parce qu'il y a peut-être d'autres activités qui, surtout maintenant que le satellite est lancé, c'est certain que ce portrait-là ne va pas représenter tout ce qui se passe au Canada. En fait, ça va devenir de moins en moins le cas, alors qu'il va y avoir des subventions au CRSNG, FCI et autres à gauche, à droite. C'est vraiment juste le point de vue de l'Agence spatiale. Mais il y a aussi, comme je dis, ça c'est ce qui se passe au Canada, mais ces gens-là sont vraiment impliqués dans une équipe plus large, internationale sur soi-même, qui est menée par la NASA et puis le CNES. Il y a des liens vraiment qui se font entre les chercheurs français, américains, canadiens et autres. OK. Ça va être le plus près de la recherche que je vais m'aventurer pour aujourd'hui. Donc, je vais donner des exemples d'activités qui est faite au Canada. Donc, ça, c'est une carte que Anthony a produite. Merci, Anthony. Qui montre qu'est-ce qui a été fait. Donc, ça, c'était pendant la période de calibration-validation, donc jusqu'à avant hier. Mais la plupart de ces sites-là continuent d'être instrumentés. Donc, ce qu'on montre ici, c'est, en bleu, vous voyez l'orbite, ou du moins la zone qui est couverte par l'orbite de un jour du satellite. Et vous voyez donc que la plupart des sites sont stratégiquement situés sous cette orbite-là. Donc, on a vraiment là, de la côte Pacifique jusqu'à la côte Atlantique, plein de sites qui sont instrumentés. Donc, on parle de quoi ici? On parle de... j'ai peut-être pas les mots qui me viennent en tête en français tout de suite. Là. Moorings, drifters, gliders. Moorings, c'est ancré. Donc, on prend des mesures de salinité, de température, de courant de niveau, etc. Drifters, ça flotte dans le fond, donc ça va suivre les courants. Donc, c'est une autre façon plutôt d'avoir un point statique, c'est qu'on suit les courants. Donc, c'est un autre type d'information. Gliders, c'est l'équivalent de drone aquatique. Donc, ça ressemble à une espèce de torpille qu'on utilise non pas pour faire couler d'autres bateaux, mais pour que on lui donne un trajet, puis il va de façon autonome aller prendre des mesures le long de ce trajet-là. Mais c'est le même type d'information. Typiquement, là, on va chercher courant, pression, température, salinité. Pour les lacs et les rivières, on a des sondes à pression. Donc, ça va mesurer la pression. Donc, on va essayer de mettre dans le fond de notre rivière, dans notre lac.
Donc, basé sur la pression qui est linéaire, qui augmente de façon linéaire avec la quantité d'eau qui est au-dessus de notre instrument. Ça nous donne une idée de la quantité d'eau justement qu'il y a entre cet instrument-là et la surface. Idéalement, il faut qu'on ait une référence à l'extérieur aussi, parce qu'il y a la pression atmosphérique qui change, qu'il faut enlever. Sinon, on rajoute la pression atmosphérique à la quantité d'eau. Donc ça, il y en a déployés vraiment partout. On a plusieurs douzaines de lacs et rivières qui sont instrumentisés de cette façon-là. On déploie également des ADCP, Acoustic Data Current Profiler. Donc, passage en bateau, puis c'est dans le fond, c'est un sonar en quelque sorte. Donc ça émet des ondes sonores qui a pour but à la fois de mesurer le fond, donc on a la bathymétrie, et aussi donc une partie de ces ondes-là qui vont être réfléchies par les particules en suspension dans notre cours d'eau, dans notre lac, et donc qui nous donne une idée de la vitesse des courants. Donc, ces particules qui sont en mouvement-là, qui réfléchissent par du signal. Donc, si on a. Ça fonctionne avec l'effet Doppler. Hein, si on n'a pas la. Il y a la fréquence là, entre ce qui est émis et ce qui est retourné, qui va être changé, qui va être modulé en fonction de la vitesse de ces particules en suspension-là. Donc voilà, donc histoire pour dire, on prend des mesures des courants et de la profondeur, du fond de nos rivières, de nos lacs, et on prend une référence aussi à la surface, parce que c'est ça que SWOT va voir. Je vous donne ici des petits exemples. Ça, c'est plus côté modèle. Attends un petit peu, j'ai dû monter quelque chose. Ouais, donc on cartographie l'étendue des cours d'eau, bathymétrie, ça fait partie de ça. Enhancing Numerical Models. Donc, il y a beaucoup de travaux de modélisation qui sont faits également. Qu'est-ce qu'on a entendu par là? Donc, on utilise. En fait, la plupart de nos lacs ne sont pas modélisés de façon opérationnelle. Donc, si on veut vraiment avoir une idée de comment est-ce que fluctuent les niveaux, il faut avoir une idée de ce qui rentre dans nos lacs, par exemple, une idée de l'intensité des marées et la quantité d'eau qui se sent, d'eau fraîche qui se mélange avec l'eau salée dans les régions côtières. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en compte. Puis la plupart, en fait, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas présentement modélisées. En réalité, on n'a aucune idée comment est-ce que ces courants-là se forment. Il y en a qui sont observés parce qu'on a une station, mais on ne peut pas nécessairement faire de prévision, parce qu'on en connaît mal des processus qui entrent en jeu. Donc, on a, pour certains sites clés, mis en place des modèles comme ça. Donc, essayer de voir, ça c'est un exemple, là, je pense que c'est des chines, je ne pourrais pas dire, là, je ne vois pas exactement l'échelle, mais je pense qu'on a TSH, donc typiquement ça serait température, salinité, puis la hauteur. Donc, on va essayer de modéliser ici les changements de hauteur. Donc, qu'est-ce que SWOT va voir dans le fond pour tenter de valider. Ça, c'est un exemple de façon dont on peut avoir l'élévation d'un lac. Donc, on a fait ça dans notre cours de géopositionnement, peut-être, juste une station totale. Puis, tant que tu mets ton bâton vraiment à la surface du lac, le moyen d'aller, de se donner une référence là, par rapport au niveau du lac. On prend quelquefois en parallèle à nos sondes de pression, comme je dis, qu'on va installer dans le fond du lac pour s'assurer que la sonde ne bouge pas, parce que si ça peut arriver que ça va caler, que ça va partir, ou que ça va s'assécher complètement, puis notre sonde n'est plus dans l'eau. Donc, il faut de temps en temps aller vérifier, aller prendre des mesures indépendantes comme ça pour valider le tout, pour faire les ajustements nécessaires. C'est une autre façon pour prendre les niveaux, est-ce qu'on a une espèce de rôle qui descend jusqu'à dans la rivière,
Mais le principe en lui-même, c'est vraiment, on se base sur les changements de pression tel que mesuré à l'instrument pour en déduire les changements de l'élévation de l'eau. Plus récemment, on a utilisé ici des sondes, qu'on appelle ça, GNSS-IR, donc Global Navigation System Reflectometry, quelque chose comme ça. Donc, essentiellement, on utilise le signal émis par GPS ou autre système de navigation satellitaire pour, en fait, on prend la différence entre ce qui est reçu directement par notre capteur et ce qui est réfléchi à la surface et par la suite mesuré par le capteur. Donc, cette différence-là, processus de traitement plus ou moins complexe, on peut en déduire donc l'élévation de l'eau sur une plus grande surface. C'est moins ponctuel qu'ils font là, juste avec nos sondes à pression. Donc, si on les installe à des endroits stratégiques, donc c'était à Québec, je pense, sur le bord d'un pont, donc pour mesurer les changements du niveau du Saint-Laurent. Et donc, en parallèle, on a augmenté aussi la résolution de nos. En fait, mise en place carrément un modèle de l'hydrodynamique sur les rivières. Donc, vraiment, on introduit ici une condition frontière. On voit si le débit qui rentre. Puis, de l'autre côté aussi, voici l'amplitude des marées. Puis, on essaie de voir comment est-ce que se forment les vortex ou quelles régions sont impactées de quelle façon basée sur ces informations. Donc, c'est certain qu'à travers tout ça, on a. Le but n'était pas seulement de faire avancer la recherche, mais de préparer les autres ministères à acquérir cette donnée-là. C'était aussi d'entraîner, de former du personnel hautement qualifié, dont je suis issu pour moi. Mon postdoc, ça a été fait sur SWOT, justement, ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, de me retrouver finalement à l'Agence spatiale, l'envers de la médaille, à recevoir les rapports que j'ai moi-même écrits, ça faisait un peu drôle. Carrément. Combien d'articles avez-vous écrit? Je le connais, cet article-là, c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'on se fait dire tout le temps. C'est beau avoir des nouvelles missions, c'est beau ci, c'est beau ça, mais il faut savoir utiliser la donnée. Il faut avoir les gens qui savent comment l'utiliser. C'est quelque chose qu'on essaie d'encourager, de développer à travers les subventions, comme on appelle pour soi. Dernier mot aussi, juste mentionner, d'une note plus haut, là, mais soit en soi, je pense que ça va être vraiment bien pour ceux qui s'intéressent aux applications qui touchent l'eau, surtout la quantité d'eau, de loin ou de près. Mais soit ne pourra pas tout faire non plus. Surtout, comme je dis, les niveaux d'eau qu'il va regarder. Puis, il y a beaucoup d'activités qui sont faites en ce moment qui regardent la synergie entre soi et d'autres produits satellitaires. En ce moment, il y a un grand intérêt pour utiliser une autre de nos missions, RadarSat, mission de constellation RadarSat, que j'espère que la plupart d'entre vous connaissez au moins un petit peu. Donc, ça reste des technologies qui sont plus ou moins semblables, avec de très gros guillemets. Ce sont les deux technologies en fait, c'est du radar à synthèse d'ouverture, c'est pas dans les mêmes fréquences, ça n'a pas la même résolution, etc., pas la même couverture, mais c'est quelque chose qui se rassemble, dont l'un peut être utilisé pour valider l'autre en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui est fait, qu'on a réussi à mettre en place. Donc, le Centre national d'études spatiales en France, par exemple, est un utilisateur externe au Canada qu'on a je ne vais pas dire adopté,
pour lequel on a fait des efforts considérables pour leur transférer cette donnée-là, pour le mettre le plus accessible possible pour eux, parce que c'est vraiment, avec la NASA, mais c'est surtout le Centre national d'études spatiales qui on avait fait la requête qui reconnaissait l'importance de RADARSAT pour proprement valider soit. Donc, si on va voir l'étendue des lacs, par exemple, c'est quelque chose que Arsien voit assez facilement, mais quelque chose qui n'est pas facile à faire sur le terrain. Faire le tour du lac, ça se fait une fois de temps en temps, dépendamment de la taille de ton lac, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire en récurrence. Donc, utiliser des données satellitaires, exemple ACM, c'est vraiment un plus pour eux. Donc, on a facilité ça pour eux, puis on en est bien fiers. Donc, c'est peut-être que j'étais pour vous laisser là. Maintenant, je vous montre des images. Les quelques images que je peux officiellement vous montrer, le reste, je n'ai pas encore le droit ou on ne me l'a pas partagé parce que c'est. Parce qu'il y a quelque chose de secret là-dedans, mais c'est juste des questions des personnes qui veulent par la suite se faire intéresse. C'est quoi ça, finalement? C'est parce que c'était pas bien calibré, puis ça n'a pas été officiellement approuvé, blablabla. On ne peut pas tout partager pour l'instant, mais je peux vous montrer ce qui a été publiquement publié. Donc, une image ici qu'on voit au-dessus de Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Oui, c'est en noir et blanc, comme des données radar. Qu'est-ce qu'il y a d'encourageant ici? Vous voyez, donc la rivière Garonne, ici, on la voit très bien. En fait, je ne sais pas si vous la voyez bien de là où vous êtes, mais l'image de bord, on la voit très bien. C'est une rivière qui fait 200 mètres de large, donc à l'intérieur des requis, ça va. Ce qui est encourageant, c'est qu'on voit des rivières, en fait, même l'Ariège ici, qui est 50 mètres de large, on arrive à voir très bien aussi, donc qui est nettement, et en fait, qui est la moitié de ce que l'exposition. Puis même, on ne voit pas bien ici, mais comme je dis sur l'image originale, on voit ici le canal du Midi qui fait 20 mètres de large même, qu'on arrive à voir très bien, comme je dis sur l'image originale. Donc, il est super encourageant, qui va bien au-delà de ce dont on espérait. Est-ce que les données de débit sur ces rivières-là vont être aussi spectaculaires à voir? Probablement pas. Mais au moins, on arrive à les détecter, ce qui est très bien, même ce qui est un plus. Mais, avant mon mais, même chose pour les lacs. Donc, les lacs qui ressortent assez bien. Et là vient le mais, c'est que certains artefacts qu'on ne veut pas voir et qui se retrouvent là, ici. Donc, on a des gravières, par exemple. Ça ressemble à des lacs. Ce ne sont pas des lacs, c'est des gravières. Donc, on voudrait... il va falloir travailler sur l'algorithme de classification pour dire ça, c'est un cours 1263. Et mais c'est des choses qui sont en cours à suivre. Sur les océans, encore là, à gauche, c'est ce qu'on a du service maritime. Copernicus Marine Service, donc ça c'est un modèle qui roule, qui assimile toutes sortes de données, dont comme 6 autres altimètres. Donc, il y a des, comme j'ai mentionné, soit vient après un long historique de données altimétriques. Donc, il y a en ce moment JSON 3, JSON 2, Triosat, Altica, j'en oublie peut-être Sentinel 3, Sentinel 6, qui prennent des mesures semblables, mais vraiment juste on à dire. Mais qui, n'empêche, ça fait de la donnée, donc si on les prend tous en même temps, ben, ça permet d'améliorer l'exactitude de nos modèles. Mais vous voyez donc, à gauche, c'est ce que le meilleur de nos modèles nous donne. À droite, c'est SWOT, donc 2 points à retenir de ça. De 1, encourageant de voir que les creux sont observés en même place. Puis, les petites collines, on
on les voit aussi, donc il y a une bonne cohérence entre les deux. Et puis, ça peut donner l'impression aussi que je vous montre juste ce qui a bien fonctionné. Mais en fait, non, sur la plupart des images, il y a une bonne cohérence entre les deux. Ça semble très bien fonctionner, on est bien content de ça. Mais bon, point 2, c'est que évidemment, la résolution SWOT n'a rien à voir avec celle de Copernicus ici. Là. On arrive à voir des détails beaucoup plus fins que ce qu'on peut espérer voir avec le modèle. Donc, yeah. Dernière diapo ici. On a travaillé fort pour mettre en place SWOT, pour le lancer, pour travailler sur le traitement sur différentes applications pour SWOT. Mais il y en a beaucoup plus à faire, je pense qu'on est vraiment juste au tout début. Enfin, on n'a même pas accès à la donnée encore, donc tout le monde est vraiment hâte. Tout le monde est presque prêt. Là. Toutes les données au sol ont été collectées, puis on attend juste d'avoir accès à la donnée pour comparer, pour valider, pour développer plein de trucs. Mais c'est vraiment, je pense, j'espère du moins, seulement le début. Si vous n'avez pas été impliqué dans ça jusqu'à présent, c'est pas si grave que ça. Il va y avoir d'autres occasions. En fait, en ce moment même, on a un avis d'offre de participation pour l'analyse de données. Donc, c'est vraiment pour les institutions post-secondaires, on a des subventions pour utiliser des données satellitaires pour faire avancer les sciences de la Terre. Donc, en termes de trois canaux, si on veut. Un pour co-investigateurs, un pour guest observer, c'est vraiment pour les sciences, c'est plus pour l'astronomie. Mais bon, co-investigateur, c'est pour les missions dans lesquelles nous, on ne fait pas partie encore. Mais bon, je ne vais pas en parler trop pour l'instant parce que j'essaie de m'en tenir à soi. Mais l'analyse de données, c'est vraiment l'analyse de données, comme ça dit, SWOT fait partie des missions qui sont éligibles parce qu'on a participé à SWOT. Donc, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas prêts, ben, c'est aujourd'hui même à 4 heures la date limite pour soumettre vos applications. Mais bon, il va y en avoir d'autres, on l'espère. Moi, c'est quelque chose qui est supposé être revenu sur une base annuelle. Mais il y a plein d'autres opportunités de financement. Si vous allez sur le site web de l'agence, vous pouvez voir tous les avis d'offres de participation qui sont en cours. On a des projets là, de Technology Demonstration. Donc, des fois, c'est subvention vite, fast en anglais. Donc, ça, c'est pour des campagnes aéroportées, par exemple. Des balances stratosphériques. On a des étudiants qu'on embauche aussi de temps en temps à différents niveaux. Des fois, ça peut être baccalauréat, maîtrise doc. Puis les sujets, ça change beaucoup. C'est l'Agence spatiale canadienne. Moi, je vous parle beaucoup de SWOT et puis de l'observation de la Terre. Mais ça touche beaucoup plus large. Autant le volet astronomie, astrophysique, développement technologique, que communication. Il y a toujours des étudiants qui sont. Il y a toujours un besoin pour. Et une volonté d'embaucher des étudiants de façon régulière. Typiquement, c'est des stages de 4 mois qui peuvent aller jusqu'à 4 mois. Il y a un programme aussi, soit Early Adopters. Si vous n'êtes pas déjà expert sur SWOT, ben, il y a des ateliers gratuits qui s'offrent. Le but vraiment, c'est de parler de SWOT, de Technical Literacy and Awareness. Vous exposer à SWOT, vous aider à utiliser ces données-là. Donc, il y a plusieurs institutions internationales ou même des compagnies privées qui s'inscrivent à ce genre de programme-là. Puis on est là pour les aider à utiliser ce genre de données. Puis, dernier mot, en fait, si
Vous voulez en savoir plus par rapport à soi, par rapport aux activités en général ou des offres d'offres de participation. Si ce n'est pas déjà fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes bienvenus à vous joindre à nos listes de diffusion. Donc, on en a 3, j'en ai mis 2 ici. Donc, on en a un pour les sciences, le système terrestre, dans lequel on a exclu les sciences atmosphériques. Les sciences du système terrestre, ça touche, c'est assez large. Géosphère, hydrosphère, foresterie, etc. Donc, voilà, je pense que ça fait pas mal. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Question pour Jean. Oups. Comme la mission SWOT, une mission pour relever les données attribuées, j'ai vu quand, lorsqu'on faisait l'animation, ce n'est pas que les zones océaniques ou bien des lacs, des rivières, mais c'est comme c'est de façon continue. Je voulais voir, est-ce que les autres parties où il n'y a pas les lacs, par exemple, quelles données relever là-bas, est-ce que c'est traité ou bien c'est juste abandonné et que c'est les données des océans qui sont Très bonne question. Oui, il va y avoir des données sur ces zones-là. Peut-être retourner dans la présentation. Je ne sais pas si je l'ai listé là. OK, donc il devrait y avoir des niveaux 1. Je ne sais pas si lui là. Donc, tu peux avoir les interférogrammes de base, mais c'est vraiment c'est une mission qui a été faite pour l'eau. Donc, c'est certain que tous les produits qui sont développés niveau 2 et plus, c'est axé sur l'eau, mais la donnée plus de base, tu vas avoir les coefficients de rétrodiffusion et tout ça, les interférogrammes, pour développer d'autres types de produits, utiliser ça dans d'autres applications, puis ça va être disponible. Je vais peut-être juste mentionner, en fait, il y a 2 modes d'acquisition pour SWOT. Il y a un mode haute résolution, basse résolution. Basse résolution, c'est tout le temps, c'est en continu. Ça, c'est vraiment fait pour les océans. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qu'on va pouvoir faire sur la région terrestre, là, parce que c'est vraiment... Tu n'as pas toute la donnée de base. Il y a un traitement qui est fait sur le satellite même, donc il y a de l'information qui est perdue. Mais bon, ça c'est vraiment... De toute façon, c'est fait pour les océans, pour la donnée à haute résolution. Ça, oui. En fait, ça va juste être activé sur les ondes terrestres. Donc, si on s'approche de la côte, c'est vraiment fait pour lac et rivière. Mais encore là, la donnée de base va être disponible. Mais c'est pas pour monsieur Madame tout le monde, ça va être pour les experts comme vous. Allez vous amuser à faire plus que ce dont SWOT a été conçu pour faire. Je vois qu'il y a une question en ligne. Julien? Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. OK. Je ne sais pas si tu l'as dit pendant ta présentation, là, on a comme manqué de son à un moment donné, mais je voulais juste savoir s'il y avait des plans pour utiliser la donnée là, sur les lacs glacés ou la glace de mer, par exemple. Je sais qu'il y a la mission Cristal là, de l'Agence spatiale européenne qui va focuser là-dessus, mais je me demandais juste s'il y avait des petits science plans à ce niveau-là. Super bonne question. Je vais commencer avec... il n'y a pas de requis de mission pour soi pour les glaces. Donc vraiment, quand on dit... Puis je pense que je ne sais pas si je l'ai dit, j'espère l'avoir mis, mais dans le fond, on espère avoir une résolution de, par exemple, sur les lacs qui font au moins 250 mètres par 250 mètres, on veut avoir quelque chose qui est à l'intérieur de 10 cm. Puis probablement qu'on va avoir quelque chose qui est bien en dessous de ça. Mais ça s'applique que pour les plans d'eau ouverts, sans végétation, sans glace. Donc, évidemment, surtout au Canada,
autant la végétation que la glace, c'est quelque chose qui nous, qui est pas omniprésent, mais presque. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous préoccupe. Donc, il y a des études qui ont été faites par nos chercheurs ici, avant même le lancement, sur la végétation en particulier. Ça va se continuer, on l'espère. Pour la glace, tout le monde en parle dans nos rencontres SWOT. Mais concrètement, c'est pas, on attend vraiment d'avoir accès aux données pour voir qu'est-ce qu'il va voir exactement SWOT. Parce qu'il n'a pas été designé pour ça, mais je ne te cache pas que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, beaucoup. Puis en fait, j'espère à suivre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va recevoir comme proposition de recherche aujourd'hui même pour notre programme de recherche et opportunités en sciences spatiales, mais je serais bien heureux s'il y en avait quelques-uns qui touchaient cet aspect-là de glace et ou de neige, ou les deux. Ça va être challengeant parce que sur la glace de mer, ça prend des ouvertures dans la glace là, pour avoir le niveau d'eau pour faire la différence, pour calculer, mettons, la glace, l'épaisseur de glace, là, qui est comme vraiment la variable que tout le monde veut mesurer. Fait que sur les lacs, je sais pas trop comment ça va se faire, mais en tout cas, merci pour la présentation. C'est super bon. I just have one question. What is the usage of KA interferogram? Like, is it for snow? Interferogram? Yeah, the KA radar interferogram. So that's how, like, for example, the bottom one that you see? Is that what you were asking? Level 1 KA. Level 1B here? I look the topmost. Yeah, the second one. Oh, so I'll just start here. So I didn't talk about everything about SWOT. So on SWOT, there's a nadir altimeter, so that's the same instrument that essentially all these, most of these are nadir altimeters. Actually, they all are. Back here. So that's Long Heritage there, and that's all good. But on SWOT, there's more than that. There's also a radiometer that has a 3-band radiometer to measure the amount of water vapor in the atmosphere, because I'm all over the place here. I'll get back to that. Yes, I'll get back to that. There's a GPS and a DORS instrument. These are, so GPS, receiver rather, receives signal from GPS so that it knows where it is, but there's also a DORS instrument that's pretty much the other way around. So instead of having satellites that orbit and that emit some signal, there's a bunch of ground stations that emit, and so the satellite knows where it is based on this triangulation. So and then there's Karen. That's the wide swath. So the two arms that you see on the satellite, that is Karen essentially. That emits and from one receives at both, emits at the other, receives at both. That's what produces the interferograms that allow us to get 3D info. And KA band is, so KA is, that's the frequency, right? It's like 35 gigahertz. And why they chose this frequency is because it's very sensitive to the presence of water. But so much so that unlike RCM, Radar Side Constellation Mission, which is C-band, which pretty much goes through the atmosphere, very little, it's not impacted by the atmosphere very much. Well, KA band is much more so. So if there is a big storm, we'll see some of that. And it's going to slow down the pulse. And if that slows down the pulse as well, then it gives you a bigger error on the distance between the satellite and the surface, and ultimately the water surface elevation. So the radiometer's job is to measure the amount of water vapor in the atmosphere to account for that. But so the role of Karen here, KA band,
radar interferometer. That is essentially SWAT. That's what makes SWAT SWAT. So let me go back to the this little animation. Oops, sorry for the folks who are online. I stopped sharing, and then just going back to the animation. So it's these two arms. Like you see the green and yellow beams here. That's the Ka-band radar interferometer, and that's what gives you the two SWAT. Actually, maybe this here. So you can see there's a 50-kilometer wide SWAT on both sides of the cell. Right? That's here. There were two other questions. C'est plus un commentaire. Je suis un peu surpris de la durée de la mission. C'est 3 ans seulement. Donc ça, c'est le requis mission. Donc la mission a été désignée pour durer au moins 3 ans. Est-ce que ça va être prolongé? Ben, nul ne peut le dire en ce moment. Est-ce qu'il y a des fortes chances que ça soit prolongé? Je ne peux pas dire oui, mais, bon, c'est la question que tout le monde se pose. C'est juste que si tu mets ça dans les requis, évidemment, ça implique beaucoup plus de vérification. Tu ne peux pas utiliser les mêmes matériaux parce que là, bref, le coût de la mission explose. Plus que tu requiers que ta mission dure longtemps. Donc, il faut que tu aies plus de carburant, tout ça. Donc, il a été désigné pour durer au moins 3 ans. Est-ce que ça se peut qu'il soit prolongé plus long que ça? Oui, c'est possible, mais ça va être à réévaluer plus tard. Jérôme? Oui, je me demandais, l'acquisition de données va se faire en continu? Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est l'accès aux données, comment il va se faire? Est-ce que c'est gratuit? Oui. Est-ce que ça va être sur proposition de recherche? Comment ça va? Je me sens un peu dur de ne pas l'avoir mentionné, ou si je ne l'ai pas mentionné, mais oui, ça va être, de un, ça va être gratuit, ouvert à tous. Pas de contraintes. Puis c'est vraiment aussi la volonté de NASA et nous aussi de rendre ça le plus accessible possible. Est-ce que la donnée va être en continu, oui et non, c'est-à-dire que les produits de basse résolution, ça, ce mode-là il est toujours actif, mais les zones haute résolution, ça, c'est vraiment juste à l'intérieur des terres. Donc, sur les océans, il n'y a pas ce mode de haute résolution-là. Donc, si c'est ça que tu veux dire par... il n'y a pas de tasking, est-ce que je veux dire? Non, c'est ça. Ça va être la même couverture. Donc, c'est pas comme RadarSat, là, où est-ce qu'on dit, regarde dans cette mode-là, à cet endroit-là, basé sur ce que les utilisateurs ont besoin à ce moment-là. Non, c'est une couverture systématique. Okay. Question que je n'ai pas encore reçue, mais que je vais peut-être rajouter, le délai entre l'acquisition et puis l'obtention du produit. Ça aussi, c'est sujet, pas un sujet épineux, mais sujet qui à voir. Pour l'instant, dépendamment du produit, ça peut être quelques jours à même quelques mois. Pour moi, ça, on s'entend, c'est juste des produits comme les moyennes mensuelles sur les lacs, des trucs comme ça. Donc, nécessairement, ça prend plus de temps. Ça, c'est plus comme plusieurs semaines. Donc, il y a beaucoup de pression pour rendre ça accessible de façon plus intéressante. Does the Schweitz bands, have enough penetration analytics to be used for monitoring the groundwater levels? I don't think so. So, can't say it's impossible because you can be the first to look at that. But Ka-band is 35 gigahertz. That's probably shorter than a centimeter in wavelength, so you can expect, penetration depth to be of a similar order of magnitude, which is not very good at all. So I don't think it's going to be able to penetrate much of the ground to be useful. Question un peu suite à la question de Jérôme sur est-ce que les données vont être continues.
est-ce que Swat va être capable de continuer à faire l'acquisition quand il sera en mode transmission de données aussi? Ou est-ce qu'il y aura des zones noires, il n'y aura pas de prise de données parce que c'est un hybride où il est en train de transmettre? Je ne sais pas. Ouais, j'ai le droit de pas savoir. Pas certain. Donc, nous, on a une entente avec NASA qui décrit rôle et responsabilités. C'est certain que côté des opérations, ce n'est pas notre responsabilité. Idéalement, si j'avais été impliqué dès le début du projet, probablement j'aurais plus cette information. Pour l'instant, nous, on se préoccupe d'autres choses. Donc, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Mais bonne question. Je vais essayer de m'en mettre. Dernière question? Oh, je peux aller voir en ligne. Je pense que ça fait le tour. C'est l'heure de faire le tour. Merci Jean. Désolé. Merci beaucoup. Et merci à tous. Vous êtes déplacés d'avoir occupé la pizza un petit peu. Vous en apporter un peu plus. Bien, très intéressant. Je sais qu'il y a des niveaux d'eau, ça fait pas le sujet de réchauffement global, mais Moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai des étudiants qui ont, sur moi, 2 ou 3 étudiants qui ont fait des doctorats là-dessus. Parce que là, c'est le temps, là, il y a rien. Il y a un mec qui a soutenu 2022. Jason, oui. les données Oui, Jason. c'est ça. Ouais. Il a utilisé un peu c'est intéressant, de toute façon, je vais l'utiliser dans mes projets aussi. Là. Moi, je combine surtout avec les données Grace. Ça, c'est le fait. C'est le genre de choses qui s'appliquent à la langue. Ça, je vais le faire parce que on a beaucoup de travail.